De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Merci d'être là, de quoi je me mail. On va parler du Bitcoin maintenant, créé en 2008-2009. Juste quelques petites informations que je viens de récupérer sur Wikipédia, comme tout le monde. Un Bitcoin coûtait 1 euro à peu près en février 2011, les amis. Aujourd'hui, en tout cas, par exemple, fin décembre 2017, ça coûtait 16 376 euros. Vous vous rendez compte ? C'est dingue. Alors, le Bitcoin, tout le monde en parle, mais on ne sait peut-être pas trop ce que c'est. On va rentrer dans les détails avec Rafi Aladjian, qui est toujours avec nous. Bonjour Rafi. Bonjour. Rebonjour. Rafi Aladjian, entrepreneur, l'un des papas des tout premiers objets connectés, qui a une connaissance aiguë de tout ce qui touche au numérique. Et alors, tu m'as envoyé un petit SMS il y a quelques jours en me disant j'aimerais bien parler des Bitcoins. Pourquoi cette passion du Bitcoin ? C'est quelque chose que tu suis depuis le début, en fait ? C'est quelque chose que je suis depuis le début, mais pas tellement pour le Bitcoin, mais pour quelque chose qui est indissociable du Bitcoin, qui est la blockchain. La blockchain. Là aussi, c'est vrai que c'est deux mots qui sont associés quand on parle dans les médias à la fois du Bitcoin. Il y a forcément la blockchain qui va avec. Ouais. On commence par quoi alors ? Qu'est-ce que tu nous expliques en premier ? La blockchain ou le Bitcoin ? Juste expliquer le problème de départ que les créateurs anonymes, par ailleurs, du Bitcoin et de la blockchain essayaient de résoudre. Il s'agit de Satoshi Nakamoto. Voilà, dont on sait que c'est un pseudo, on ne sait pas qui se cache derrière. On sait que c'est aujourd'hui un des hommes les plus riches du monde dans le classement de Fortune. Mais bon, le problème était le suivant, c'est qu'aujourd'hui, si je te donne de l'argent virtuel, on est obligé de passer par quelqu'un au milieu, par un intermédiaire qui va garantir que l'argent que j'ai, il est passé à toi et donc que je n'ai plus cet argent et que toi, tu as cet argent. C'est un peu un tiers de confiance. Il y a un tiers de confiance qui est ta banque, mais qui est aussi PayPal ou qui peut être n'importe qui d'autre. C'est pas grave, on l'entend pas, t'inquiète pas, c'est pas un souci. C'est justement ton banquier qui t'appelle parce que tu parles de Bitcoin, il est pas content, je pense. Donc, en fait, voilà, il y avait ce tiers de confiance qui était obligatoire, en fait. Qui est toujours obligatoire pour certifier que non seulement que je t'ai donné de l'argent, mais que t'ayant donné de l'argent, comme c'est quelque chose de numérique, je n'ai plus cet argent et que tu as cet argent. Et donc, ce que Satoshi Nakamoto a essayé de résoudre, c'est est-ce qu'on peut se passer de cet intermédiaire et de faire un réseau sans centre, sans des points de passage obligés qui vont être sur cet intermédiaire. Et c'est comme ça qu'il a inventé la technologie dite de la blockchain, où il ne va pas y avoir un seul dépositaire de toutes les écritures de A donne de l'argent à B, mais tout le réseau, c'est-à-dire des milliers d'ordinateurs sur le réseau, vont agir en tant que registre qui va certifier que cette transaction a eu lieu, que moi je t'ai donné cet argent. C'est un peu du peer-to-peer de l'argent, quoi. C'est du peer-to-peer de l'argent. Enfin, c'est du peer-to-peer d'écriture. D'écriture, c'est ça. D'accord. Et ça remplace en fait ce fameux tiers de confiance qui peut être le banquier. C'est ça. Alors, la blockchain, ça vient avec un certain nombre de dispositifs, c'est-à-dire qu'il y a une certification. Donc, les ordinateurs sur ce réseau travaillent, c'est de la cryptologie, donc on ne va pas rentrer dans les détails pour certifier que cette transaction a bien eu lieu. Ça peut être n'importe quel ordinateur ou c'est vraiment des ordis qui sont dédiés à ça Alors, théoriquement, c'est n'importe quel ordinateur, mais c'est devenu tellement énorme qu'aujourd'hui, il y a des fermes entières d'ordinateurs qui font ça, parce que les gens qui font ce traitement, ils retirent une fraction de Bitcoin au passage. Donc, c'est aussi un business pour eux. C'est pas les banquiers qui prennent ce business-là. Et c'est pas du tout les banquiers, puisque c'était ça l'objectif. Et donc, la blockchain, c'est ça. C'est une fois qu'une transaction a lieu, elle est écrite sur des milliers d'ordinateurs. Donc, elle est validée, en quelque sorte. Elle est validée et elle est infalsifiable parce qu'il est très difficile d'aller falsifier toute cette écriture sur des milliers sur des milliers d'ordinateurs. C'est impossible, d'ailleurs. C'est impossible. Et en plus, elles sont insérées dans des blocs, d'où le nom de la blockchain, qui sont enchaînés. C'est-à-dire que pour pouvoir falsifier notre transaction, il faut aussi falsifier la suivante, et toutes celles qui ont eu lieu depuis. Donc, ça devient absolument infaisable. Même pour les hackers les plus doués, c'est un cauchemar. Ça devient infaisable. C'est infaisable, d'accord. Donc, cela dit, infaisable, on a souvent dit qu'il y avait des trucs qui étaient impiratables, infaisables, etc. Et pourtant, on est arrivé.
Pas sur cette partie-là. Pas sur cette... Non, mais je veux dire, malgré tout, personne ne pourra y arriver, à ton avis? Je pense que personne ne pourra y arriver. Ok. Il y a des parties qui sont probablement falsifiables ou en tout cas fragiles dans le dispositif, mais pas celle-là. C'est que quand une écriture a eu lieu, elle est définitive, elle est certaine, elle est certifiée. C'est les banquiers qui doivent être contents avec la blockchain, non? Alors, ils doivent pas se sentir un petit peu vieillissants. Donc c'était le but, mais maintenant ça a été récupéré par les banquiers. Donc ce principe de la blockchain, il permet surtout de se passer d'un centre. Aujourd'hui, l'ensemble des services qu'on connaît sur l'internet passent par un centre. Par exemple, quand je commande un Uber, je suis obligé de passer. C'est quoi le rôle de Uber? C'est de prendre quelqu'un qui veut prendre une voiture et quelqu'un qui a une voiture et de dire bon, lui, il va passer à lui. S'il y avait une version blockchain de Uber, le taxi publierait directement dans des applications open source que tout le monde pourrait utiliser. Je suis disponible et je suis à tel prix. Et moi, je dis, je suis d'accord, viens, et on ferait affaire entre nous et il n'y aurait pas un Uber qui prend 25% au passage. Donc, ça remet en cause l'ensemble de l'Internet et de la façon de penser. Et de l'économie. Et de l'économie. On pourrait imaginer que la blockchain arrive sur plein de sujets où aujourd'hui elle n'est pas présente. C'est ça. Au début de l'Internet, il y avait cet idéal qui était que tout le monde allait sur Internet et tout le monde était libre et on allait pouvoir communiquer les uns avec les autres. Collaboratif. Voilà. Mais petit à petit, on s'est retrouvé dans des modèles de concentration parce qu'il y avait ce besoin, dans certains cas, d'avoir ces eBay, ces trucs au milieu qui étaient capables de certifier. Donc la blockchain, c'est ce nouvel idéal de plus besoin d'intermédiaires, chaque acteur peut interagir avec les autres. Et donc le premier usage de cette blockchain est la monnaie, qui paraissait le plus évident et qui était un peu l'esprit dans lequel la blockchain a été créée, avec cette monnaie qui est le Bitcoin, monnaie virtuelle qui prend tout avantage de tout ce que la blockchain permet. Je te donne de l'argent. Il est écrit quelque part que Rafi a donné tant. Que Rafi n'a plus cet argent et que toi, tu as cet argent-là. Mais cet argent, il va où en fait? Quand tu donnes, par exemple, je dis n'importe quoi, 1 000 € pour acheter un X pourcentage de Bitcoin, parce qu'aujourd'hui un Bitcoin ça coûte 8 000 €, mais ça c'est monté jusqu'à 16 000. Il va où cet argent? Il va chez qui? Cet argent, il est inscrit dans la blockchain. Et donc, tu peux avoir une application, enfin, tu as des tas d'applications, d'apps que tu peux mettre sur ton smartphone, sur ton ordi, etc., qui va regarder dans la blockchain, enfin, à laquelle tu accèdes avec ta signature, qui est ton identifiant Bitcoin, et qui va certifier que l'argent que tu as disponible aujourd'hui. Et quelque part dans cette blockchain, donc il est stocké, cet argent-là. Comme par exemple, ma banque peut stocker l'argent que je gagne tous les mois, en fait. C'est ça? Oui, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une transaction, il y a une vérification que tu as bien cet argent et que tu donnes. Donc, bon, il y a aujourd'hui des gestionnaires de Bitcoin ou de crypto-monnaies qui pullulent et qui font ce travail. Qui prennent un petit pourcentage, j'imagine. Qui prennent un petit pourcentage et qui sont tout bien considérés des espèces de banques, mais dans l'esprit, la blockchain, c'est ça. Et donc, il y a deux sujets d'intérêt là-dedans. Il y a le Bitcoin comme crypto-monnaie, comme et outil de spéculation, et qui est celui dont on parle le plus parce que, évidemment, ça flambe, évidemment, ça correspond à des fortunes. Il faut dire que le Bitcoin, en tant que monnaie, est une très mauvaise monnaie. Parce que au départ, l'idée c'était que je te donne de l'argent et comme c'est l'internet, ça se passe en quelques secondes. Je pouvais même acheter un café chez Starbucks avec des bitcoins, donc c'était du vrai argent. Mais en vrai, aujourd'hui, une transaction bitcoin met 7 à 8 minutes à aboutir
parce que l'ensemble de ce dispositif de la blockchain c'est tellement lourd, est très très lourd, et très très long, et très très compliqué, sans compter que ça consomme beaucoup d'énergie. Il y a aussi un débat sur la consommation d'énergie, etc. Il doit avoir un tel degré de cryptographie, enfin je sais pas si on dit cryptographie, de cryptologie, je sais pas quoi, que ça prend du temps en fait, c'est ça? Voilà, c'est que quand je te donne un centime, il y a des milliers d'ordinateurs dans le monde qui vont se mettre à bosser comme des malades, c'est ça. D'accord. Juste parce que je te donne un centime. Donc tout ça, ça va prendre du temps, tout ça va chauffer la planète, etc. Donc en tant que monnaie, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et en pratique, tu ne vois pas trop l'intérêt plutôt que de payer par un bête PayPal, etc. Donc oui, ça passe par ton banquier, oui, ça passe par PayPal, mais quand tout est dit, tout ce que tu veux, c'est un café. C'est ça. Oui, finalement, c'est ça. Donc la vraie valeur aujourd'hui, elle est surtout spéculative. C'est surtout ce fantasme autour du Bitcoin qui fait que ce Bitcoin flambe à ces niveaux qui sont extrêmement délirants. Mais le Bitcoin reste aujourd'hui, malgré tout... Il reste, excuse-moi, je te coupe, mais il reste un peu sulfureux quand même, le Bitcoin. Ça a été au début une monnaie qui circulait un petit peu dans les bas-fonds d'Internet. C'est une monnaie aussi qui n'est pas acceptée partout. Tu ne peux pas acheter tout ce que tu veux avec des bitcoins. Tout à l'heure, tu me disais que malgré tout, c'est pas hyper transparent, quoi. Quand tu vas acheter des bitcoins, tu es obligé de passer par on va dire des différents chemins où tu maîtrises pas tout, quoi. Est-ce que c'est safe, tiens? Est-ce que le fait d'investir et d'acheter des bitcoins, c'est quelque chose qui est sécurisé aujourd'hui? Il y a eu plusieurs histoires de dépositaires de Bitcoin qui sont fait hacker avec des millions de dollars qui ont été, des centaines de millions de dollars qui ont été détournés chez les dépositaires de Bitcoin. Donc, est-ce que c'est totalement safe? Non. Ça reste malgré tout un peu sulfureux, mais ça l'est moins que les autres crypto-monnaies qui tournent autour. C'est le Bitcoin. Mais aujourd'hui, pour spéculer, si bêtement on veut spéculer, parce qu'on le voit, tu le disais, le Bitcoin explose. Il y a des jours où on peut avoir des écarts de 10 à 20% dans le cours du Bitcoin. Ah, de 30%. 30% même, en quelques heures. Oui. C'est dingue. Donc on peut spéculer et se faire pas mal d'argent. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais conseiller, ça, si on a un peu d'argent de côté? Ah non, on ne conseille jamais aux gens de spéculer. Mais le fait est qu'aujourd'hui, ça n'a d'intérêt que si on veut spéculer. C'est uniquement un outil spéculatif. D'accord. Pour le Bitcoin. Alors, il faut, à mon sens, éviter toutes les autres crypto-monnaies, sauf peut-être une qui est l'Ether, qui est basée sur une technologie qui s'appelle l'Ethereum. Mais tout le reste, tout ce monde de la crypto-monnaie est quelque chose de très, très, même pas sulfureux, de louche, d'extrêmement douteux. Le Bitcoin restant, si on veut jouer là-dedans, le plus sûr, parce que le Bitcoin est un peu le dollar de la crypto-monnaie. Oui, c'est un peu le porte-étendard de tout ça. Le porte-étendard, et donc celui qui malgré tout, risque de durer avec l'Ether. La différence avec, ce que l'Ether a de particulier, c'est que les créateurs de l'Ether ont créé l'Ethereum, qui est une nouvelle forme de la blockchain. Alors, là où la blockchain était conçue principalement pour faire des transactions financières, l'Ethereum permet de faire ce qu'ils appellent des smart contracts, c'est-à-dire de faire passer dans cette architecture décentralisée autre chose que de l'argent. Ça veut dire que demain, on revient et on terminera là-dessus sur la blockchain. Tu l'as dit, aujourd'hui, la blockchain sert avant tout pour sécuriser des transactions, en fait, pour résumer, tout ça de manière très sécurisée. Tu prenais l'exemple d'Uber, mais est-ce qu'on peut imaginer que la blockchain arrive sur on va dire des services qu'on utilise pour remplacer demain Airbnb, Uber, ou pourquoi pas, je sais pas moi, autre chose Aujourd'hui, le pari, c'est ça. C'est que le vrai pari excitant et intéressant dans ce sujet, c'est pas tant le Bitcoin qui est très, très spectaculaire, mais tout compte fait pas intéressant du tout, mais la blockchain, c'est-à-dire comment on pourrait passer à un Internet décentralisé où les gens se démerdent les uns avec les autres. Donc il y a
Il y a tous ceux qui disent que ça ne peut pas arriver parce que technologiquement c'est pas au point, mais ça ce n'a jamais été une raison. L'Internet en 94 était absolument pas au point. Non, et ça marchait pas du tout. Donc la blockchain marche plutôt mieux que l'Internet en 94. Donc c'est une question de temps finalement. C'est une question de temps ou une question d'attente des utilisateurs. Est-ce que ce côté peer-to-peer va me rassurer, c'est-à-dire est-ce que la personne au milieu qui va s'assurer que le service est bon, qui va s'assurer d'un certain nombre de choses, est-ce qu'il n'apporte pas une valeur ajoutée qu'on perdrait au passage? Est-ce que, au-delà de l'aspect idéologique on n'a plus besoin du banquier, de Uber, etc., ce qui paraît excitant, au moins d'un point de vue idéologique, est-ce que en pratique, on n'aime pas quand même bien son banquier parce qu'il est rassurant? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on va pas perdre en qualité de service? Parce qu'il y a parce qu'il y a une hotline, parce qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un à qui on peut reprocher d'être un connard. Oui, c'est vrai. Oui. Là, on ne pourra pas traiter la blockchain de connard. Hein. C'est pas possible. En tout cas, ça ne servira à rien. Ouais. Dernière question. On voit le cours du Bitcoin. Là, on est, je crois, à 8 000 euros à peu près, c'est ça? Il était à 10 000 hier. 10 000, bon, voilà. Ça va augmenter encore, forcément? Je ne sais pas. Enfin, on peut parier sur... Mais moi, mon sentiment, c'est qu'il ne reviendra pas aux 18 000 où il était, ou aux 20 000. Aujourd'hui, il peut fluctuer entre 12 000, 7 000, ce qui a toujours... Enfin, pour le spéculateur ou pour le day trader qui achète à 7 000 et qui revend 3/4 d'heure après à 9 000, ça peut être quelque chose. Mais il faut avoir... Ça, c'est de la spéculation. C'est de la spéculation. Il faut avoir des sous. Il faut avoir des sous, il faut avoir le cœur bien accroché. C'est ça. Surtout, hein, on est d'accord. Parce que là, il y a beaucoup de sommes en jeu. Mais imaginez ces personnes qui, en 2011, 2012, ont acheté ces bitcoins pour quelques centimes aujourd'hui. Enfin, c'est incroyable. Mais bon, la morale de ce truc, c'est que le Bitcoin, c'est spectaculaire, mais pas intéressant. La blockchain, intéressez-vous à la blockchain parce que ça peut être le nouvel Internet de demain. Voilà, même si ça consomme encore beaucoup d'énergie et même si c'est un peu... Même si c'est foireux, mais ça n'a jamais été une raison. Toutes les technologies démarrent comme ça ne marche pas, ça sert à rien, c'est mal foutu. C'est Rafi qui le dit, il faut surveiller la blockchain et on va la surveiller, Rafi. Merci en tout cas. Merci à toi. Et ce de quoi je me mêle est terminé. Ne dépensez pas tous vos sous dans les bitcoins, vous l'avez compris quand même. Hein, prudence, là on est sérieux, hein, prudence quand même. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr vendredi prochain, vous le savez de quoi je me mêle, version audio sur rmc.fr, version audio vidéo sur 01nettv.com et sur YouTube. À vendredi et bon week-end à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.